China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe. Il y a quelques années à peine, Mélanie Joly déclarait la Chine comme une puissance perturbatrice. Aujourd'hui, le ton est plus conciliant. Vous savez quoi? Les conversations ici ont été effectuées de façon plus prévisible et stable que parfois avec d'autres pays, dont notre voisin. La Chine, c'est le seul pays, en tous les cas parmi les pays puissants au monde, qui ait vraiment compris ce qu'était la mondialisation et comment il devenait astucieux et rentable de jouer la carte de la mondialisation pour en tirer pour soi-même le maximum de profit. J'ai envie de commencer ce nouvel épisode de Mondialité en vous invitant quelques instants dans la cuisine interne de l'émission. A priori, tout allait dans le sens d'une édition consacrée, une fois de plus, à Donald Trump. Donald Trump qui a décidé de lancer un conseil de paix qui devrait concurrencer les Nations Unies avec un ticket d'entrée à $1 milliard en espèces. Cette organisation voulue par le président américain devait à l'origine superviser la transition et la paix à Gaza. Mais sa charte de 8 pages transmise aux invités n'y fait pas référence et lui donne un rôle plus large. Le Conseil pour la paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime et à garantir une paix durable dans les zones touchées ou menacées par un conflit. Une soixantaine de chefs d'État a ainsi annoncé avoir reçu une invitation, parmi lesquels Vladimir Poutine, Javier Milei ou Viktor Orban, mais aussi la plupart des Européens. Donald Trump qui, vexé par le refus du président français de s'enrôler dans son machin, a choisi de rendre public un SMS que lui a envoyé Emmanuel Macron. Je ne comprends pas ce que tu fais avec le Groenland. Ça, c'est un SMS privé de Macron que Trump a publié. En effet, Donald Trump a dévoilé un message privé d'Emmanuel Macron que le président français pensait confidentiel. Et dans ce message, on peut y lire: nous sommes totalement alignés sur la Syrie, nous pouvons faire de grandes choses avec l'Iran. Je ne comprends pas ce que tu fais avec le Groenland. Essayons de construire de grandes choses ensemble. Et dans la foulée, Macron propose à Trump un sommet inédit à Paris. Je peux organiser une réunion du G7 après Davos, à Paris, jeudi après-midi. Je peux inviter les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes en marge de la réunion. Dînons ensemble à Paris jeudi avant que tu ne repartes aux États-Unis. Trump qui menace de droits de douane quiconque s'opposera à son projet de colonisation du Danemark. Trump par-ci, Trump par-là. En accord avec l'équipe d'Off Investigation, j'ai voulu faire un pas de côté, tout en restant dans le sujet. En effet, pendant que Trump se noie dans son reflet ou se perd dans sa télé-réalité permanente, un homme se tait et agit. Et cet homme, c'est Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine. Face à l'agressivité de Donald Trump, le Canada, par exemple, se tourne vers la Chine. L'hymne national canadien qui résonne dans le palais de l'Assemblée du peuple à Pékin. Après des années de tensions et de froid diplomatique, la Chine déroule le tapis rouge et ouvre la grande porte à Mark Carney. To put in place the foundation for the new strategic partnership between our countries. Le premier ministre parle d'un nouveau partenariat stratégique avec Pékin. Les deux pays s'engagent à collaborer davantage dans plusieurs domaines comme le tourisme et l'énergie. They would like more Canadian energy products, yes. Les Chinois ont été clairs, dit le ministre des Ressources naturelles. Ils veulent davantage de nos produits énergétiques, mais pas d'engagement ferme à acheter plus de pétrole canadien pour l'instant, et rien non plus sur les véhicules électriques et le canola jusqu'à maintenant. La Chine pourrait baisser ses tarifs si Ottawa accepte de réduire les siens sur les voitures chinoises. Signe des temps, le changement de ton de la ministre de l'Industrie canadienne, Mélanie Joly, vis-à-vis de Pékin. Il y a quelques années à peine, Mélanie Joly déclarait la Chine comme une puissance perturbatrice. Pour nous, la Chine était une puissance mondiale qui était perturbatrice. Aujourd'hui, le ton est plus conciliant. La ministre se permet même une flèche à l'égard des États-Unis. Vous savez quoi? Les conversations ici ont été effectuées de façon plus prévisible et stable que parfois avec d'autres pays, dont notre voisin. Pendant ce temps, Emmanuel Macron profite du Forum économique de Davos pour faire des appels du pied à la Chine. China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies, and not just to export towards Europe
some devices or products which sometimes don't have the same standards or are much more subsidized as the one being produced in Europe. Pendant ce temps, le Royaume-Uni autorise la Chine à construire une méga ambassade de 20 000 mètres carrés dans un des quartiers les plus stratégiques de Londres, entre Tower Bridge et la City, en dépit de la franche hostilité des États-Unis qui craignent que les opérations de Wall Street soient espionnées via la City. Et quelques jours plus tôt, à la pointe sud de l'Afrique, un exercice naval entre Pretoria, Moscou et Téhéran se tenait dans un climat de défiance vis-à-vis de Washington. Pour la première fois en réunissant au large du Cap les marines chinoises, russes et iraniennes, l'Afrique du Sud prend le risque de fâcher Washington. Le déploiement naval va durer 7 jours. Officiellement, il a pour vocation d'améliorer l'interopérabilité entre ces marines, mais aussi de sécuriser les voies maritimes. En France, nation riveraine de l'océan Indien, les militaires français suivent de près ce déploiement et notent que la Chine, la Russie et l'Iran, 3 nations qui contestent l'ordre international, envoient un message stratégique. Ils montrent ainsi leur capacité à se projeter loin. Ils marquent aussi leur zone d'intérêt. Zone d'intérêt pour Pékin d'abord, qui de longue date y multiplie les infrastructures et la dette. Zone d'intérêt pour Moscou également, car l'Afrique australe est une voie maritime clé pour sa flotte fantôme. Quant à l'Iran, constatent les militaires français, leur présence à cet exercice naval montre surtout une solidarité avec les Russes d'abord et puis sans doute avec les Chinois. Forcément, la question se pose. Et si au fond, l'agitation de Donald Trump, qui entend notamment contenir l'expansionnisme économique de la Chine dans le monde, était en train de conduire au résultat inverse de celui qu'il espère? Que pense Pékin de la séquence politique actuelle? Quelles sont les forces de la Chine, ses faiblesses? Peut-elle incarner une alternative en termes de leadership? Ce sera le sujet de ma discussion avec Bertrand Badji, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres dont L'art de la paix, paru chez Flammarion, et le tout nouveau Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, paru chez Odile Jacob. Vous regardez un nouvel épisode de Mondialité sur Off Investigation. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors on a voulu faire un pas de côté et ne pas consacrer cette émission au Trumperie, si je puis parler ainsi, mais assez rapidement, est-ce qu'il y a un de ces effets d'annonce, un de ces multiples effets d'annonce qui t'a particulièrement interpellé? Alors, tout ça, ce sont effectivement des effets d'annonce, c'est-à-dire on voit bien que la diplomatie trumpienne, c'est une diplomatie d'affichage. L'important, c'est de montrer qu'on est au centre du monde, qu'on contrôle tout, à l'image de la réputation qu'il veut donner du bureau ovale de la Maison-Blanche, où il explique toujours que c'est là que se prennent les décisions du monde. Ce qui est, par parenthèse, l'envers du réel tel qu'il se reconstruit aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde complètement décentré, et Trump essaye de montrer le contraire. Mais derrière tout cela, il y a effectivement, avec l'annonce de ce Board of Peace, de ce Conseil de la paix, quelque chose qui est vraiment emblématique. C'est-à-dire, il s'agit en même temps de dépasser le multilatéralisme, c'est-à-dire de remettre en cause, il ne faut quand même pas l'oublier, tout ce que le monde a fait depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Bien sûr, il y a eu la SDN en 1919, il y a eu l'ONU en 1945, mais dès le milieu du XIXe siècle, les États ont compris que ce n'était qu'en organisant leurs interactions que l'on pourrait régler ce monde désormais communicant, ouvert, mobile, visible. Lui, c'est tout le contraire. Il s'impose comme étant l'expression de ce qu'autrefois on appelait la Pax Americana, qui succéderait à la Pax Britannica et longtemps, bien sûr, après, à la Pax Romana, c'est-à-dire l'idée du leader bienveillant. Le monde ne peut pas vivre sans qu'un leader bienveillant assure la coordination de l'ensemble. Et quand je parle de leader bienveillant, benign leader en anglais, je ne fais que reproduire ce que un grand politiste états-unien contemporain avait forgé comme concept au moment de la guerre froide. Le benign leader, disait Robert Gilpin, c'est la condition pour que le monde soit en paix. Qu'un homme organise, coordonne tout, comme le policier au milieu d'un carrefour, et le monde pourra
tourner. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, c'est en plus le chef d'un des États les plus engagés dans la fabrication des conflits. C'est un peu ce Conseil de la paix, comme si on avait chargé Al Capone de présider un conseil de lutte contre la mafia. On en est à peu près là. Alors évidemment, c'est ahurissant, mais au-delà du choc, de la sidération et de la drôlerie, presque du comique de la chose, avec ce siège qui coûte $1 milliard pour pouvoir l'acquérir, il y a quand même une mise à plat complète du système international tel qu'il avait évolué après le Congrès de Vienne, c'est-à-dire dès la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, on pourrait dire que c'est gravissime, parce que faire table rase de tout ce que les humains ont inventé en 2 siècles, c'est gravissime. Mais en même temps, je ne prends pas vraiment la chose au sérieux. J'ai l'impression d'assister à un scénario des tontons flingueurs, hein, donc je ne prends pas ça au sérieux et je pense que très vite, ça va précipiter d'une manière ou d'une autre sa chute. Alors attention, les chutes peuvent être dramatiques, hein. Alors, c'est, à la fois cela relève à la fois de la télé-réalité, c'est pas Love Story, mais White House Story, avec, cet endroit, ce bureau ovale, où, tout se passerait, qui incarnerait, une sorte de microcosme, mais ce n'est pas vrai. Comme, Love Story ou Secret Story, bah, c'est pas la vraie vie. Et de l'autre côté, il y a un peu, la start-up de l'ordre mondial avec 1 milliard de dollars de droits d'entrée, comme il y aurait 1 milliard de dollars de droits d'entrée dans une boîte qui ferait de la crypto ou une start-up technologique. C'est ça, oui. J'aurais tendance à, puisque tu files la comparaison, de dire il y a quand même d'un côté Love Story, effectivement, de l'autre côté il y a One Piece. C'est-à-dire ce rêve des jeunes, de la Gen Z, qui est à l'exact opposé. Je me suis plongé dans ce manga pour essayer de comprendre, et c'est vraiment manga contre maga. C'est-à-dire One Piece, pour quelqu'un de ma génération, c'est difficile à décrypter, mais on voit tout de suite les obsessions de la jeune génération, hein, celle qui va nous conduire bientôt, qui est de dépasser l'autocratie, la brutalité, l'administration tatillonne, la répression, pour construire le cosmopolitisme. One Piece nous montre cette soif de cosmopolitisme qu'il y a dans la jeunesse, et effectivement, pour un jeune de la génération Z d'aujourd'hui, cette construction du Conseil de la paix, c'est quelque chose de tellement inimaginable que très vite, d'autres rêves vont permettre de cacher ce cauchemar. Alors parlons maintenant des signaux envoyés à la Chine par de nombreuses diplomaties occidentales, si on peut encore parler d'Occident, bien entendu, si ce mot a encore un sens, et d'ailleurs dans le monde. Dans ce contexte très spécifique de l'agressivité états-unienne, de cette poussée d'agressivité, est-ce qu'elles ont un sens profond ou alors est-ce qu'il s'agit en partie de provocations destinées à faire réagir Washington? Quand on voit le Canada, la Grande-Bretagne, la France même, et puis d'autres pays, des puissances émergentes. Alors on est là tous les deux pour prendre un peu de recul, hein, face à cette agitation, pour essayer de l'interpréter. Il faut partir d'abord d'une première constatation qui n'est pas assez explicitée, c'est que rares sont les États du monde, et en tous les cas du vieux monde, qui ont su définir une relation claire avec la Chine. Prenons son voisin occidental, la Russie, qui était l'URSS. Bon, il y a eu effectivement un tandem que Mao Tse-tung espérait créer avec Moscou. Ça n'a jamais marché, parce que Staline avait tendance à considérer Mao comme étant son petit lieutenant asiatique. L'autre n'a pas supporté, et on le comprend, et il y a eu très vite le schisme. Maintenant, ça s'est retourné, c'est-à-dire le suzerain est devenu vassal, le vassal est devenu suzerain,
Mais les relations sont très fragiles parce que cette inversion de rôle, en fait, est difficile à assumer de part et d'autre, et surtout à Moscou. Moscou a besoin, de manière immédiate, de l'appui ou en tous les cas d'une certaine bienveillance chinoise, mais effectivement, pour Poutine, apparaître cette fois-ci comme étant le numéro 2 de Xi Jinping, c'est pas très agréable. Les États-Unis, ça a été pire. Les États-Unis, ça a d'abord été un premier temps de négation complète, à tel point que lorsque Foster Dulles, le secrétaire d'État de Eisenhower, s'était déplacé à Genève à propos des négociations sur l'Indochine, comme on disait à l'époque, il avait refusé la main que lui tendait physiquement, c'est pas une image, Chou En-lai. Et puis après, au contraire, il y a eu Embrassons-nous Folleville, la reconnaissance de la Chine du temps de Kissinger, les fameuses missions de Kissinger auprès de Mao Tse-tung. Le président Nixon de l'époque et Kissinger, son secrétaire d'État, voulaient faire de la Chine un élément supplémentaire d'endiguement de la pression soviétique, presque un allié. Et après, lorsque l'URSS est tombé, on est retombé dans un d'une troisième séquence qui est la Chine devient l'ennemi privilégié des États-Unis, ce que d'ailleurs la Chine n'acceptait pas. C'était l'époque Deng Xiaoping, puis de grandes réformes. La Chine voulait entrer dans l'OMC, donc la Chine n'a jamais accepté de tenir ce rôle. Donc on est en pleine ambiguïté. Et si on prend l'Europe, c'est la même chose. Les Européens sont divisés dans le regard qu'ils portent vers la Chine. Certains sont attirés, comme l'Allemagne, par les perspectives commerciales. D'autres, comme la France, par l'idée que ça peut être un moyen de jouer l'autonomie d'une politique étrangère. C'était en tous les cas le grand dessein du général de Gaulle lorsqu'il a reconnu la Chine en 1964. Et on a vu même ces relations que l'on pouvait au départ considérer comme exemplaires entre Pékin et Paris passer par des moments extrêmement variables. Et jamais l'Europe n'a été capable de construire un partenariat clair et crédible avec la Chine. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une drôle de situation parce que, premièrement, la Chine ne cesse de monter en importance sur le plan économique et sur le plan politique notamment, parce que les États-Unis sont pris d'une sorte de danse de Saint-Guy diplomatique, et donc que la Russie de Poutine est ce qu'elle est, c'est-à-dire finalement pas grand-chose, voilà. Et du coup, on regarde du côté de Pékin, mais on ne sait pas comment regarder et on ne sait pas comment se comporter. Quant aux Chinois eux-mêmes, et moi j'en ai fait l'expérience directe dans les contacts que j'ai pu avoir, eux, ils ne comprennent pas cette division pérenne à l'intérieur de l'Europe. Leur grande question, leur grande interrogation, c'est « mais pourquoi les Européens ne s'unissent pas dans un ensemble ?» Et pour nous, Chinois, ce serait bien plus intéressant d'avoir un interlocuteur européen qui équilibrerait les autres, et notamment les États-Unis, que cette flopée de 27 États qui sont en désordre et en rivalité permanente. Alors, ça, c'est justement intéressant parce que, quelque part, les États-Unis de Trump, les États-Unis de manière générale, voient l'Europe comme un bloc à lézarder. La Chine voit l'Europe comme une sorte de rationalisation d'un ensemble épars de pays finalement trop petits en eux-mêmes pour être intéressants. La Chine accepte le principe du multilatéralisme des Nations Unies et de toutes les organisations, même l'OMS, malgré tout ce qui a pu avoir lieu autour du Covid. Ça veut dire quelque chose, ça, ce rapport vraiment différent au multilatéralisme. Pourquoi Pékin dit oui et pourquoi Washington dit non? Alors là, je crois que tu mets le doigt sur l'un des éléments les plus sensibles du sujet. C'est-à-dire qu'il y a une connivence Moscou-Washington, parmi de nombreuses connivences qui les unissent, sur l'idée qu'il faut à tout prix diviser et affaiblir l'Europe. Dans la tête de Poutine, c'est parce qu'il considère que l'Europe est une pression qui s'exerce sur la Russie et que donc, mieux vaut qu'elle soit divisée parce qu'on peut jouer de l'un contre l'autre et ainsi affaiblir la pression occidentale, pression sur son flanc occidental. Et Trump, d'abord parce que dans sa mentalité, il ne connaît que les États, il ne comprend pas bien ce qu'est ce multilatéralisme régional, et parce qu'il veut asseoir son leadership sur la division. D'ailleurs, tout leadership qui se construit,
On connaît la fameuse formule diviser pour régner. Voilà. La Chine, c'est différent. Pourquoi? Et c'est là qu'il faut tenter d'interpréter ce qu'est réellement la politique étrangère chinoise. La Chine, c'est le seul pays, en tous les cas parmi les pays puissants au monde, qui ait vraiment compris ce qu'était la mondialisation et comment il devenait astucieux et rentable de jouer la carte de la mondialisation pour en tirer pour soi-même le maximum de profit. Et donc, la grande idée qui germait déjà dans la tête de Zhou Enlai, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau, et qui a été mise en route à l'époque de Deng Xiaoping, on parlait tout à l'heure, et de ses successeurs, et dont Xi Jinping n'a fait qu'hériter, c'est de dire, jouons la carte de la mondialisation, d'une certaine harmonie, pour reprendre une catégorie fondamentale de la pensée chinoise traditionnelle, c'est-à-dire considérer que notre intérêt, ce n'est pas l'absolue division des autres, mais un monde suffisamment intégré pour pouvoir recueillir les bénéfices de cette intégration. Quels sont les bénéfices de cette intégration? Quels sont les bénéfices de la mondialisation? Il y en a plusieurs, c'est très clair. C'est d'abord l'idée que s'il se construit une économie mondiale et un marché mondial, ça peut profiter d'abord à la Chine, parce que la Chine est en mesure de dominer ce marché globalisé qui est en train de se constituer. Deuxièmement, et c'est une idée très vieille qui remonte déjà à Sun Tzu, mieux vaut ne pas se perdre dans les logiques de conflictualité qui risquent de se révéler très coûteuses et qui, en fait, ne rapportent pas grand-chose. Mieux vaut pénétrer les espaces sociaux et économiques de la mondialisation que de la désordonner en soufflant sur les conflits. Et effectivement, si on prend les théâtres extérieurs, les conflits en Afrique, les conflits au Moyen-Orient, voire en Asie du Sud, on ne trouve jamais de soldats chinois, alors que se précipitent les soldats français en Afrique, les soldats américains dans toutes les guerres d'intervention que nous connaissons, et sinon les soldats russes, en tous les cas les milices russes un peu partout, et en Afrique en particulier. Et la Chine joue la carte contraire en se disant deux choses. Premièrement, il faut quand même nous offrir une exception, c'est-à-dire dans notre espace régional, là, nous devons montrer les dents et notre force militaire, c'est la Chine en mer de Chine, c'est la Chine avec ses voisins, on se rappelle les épisodes sino-vietnamiens notamment, et puis ces marges incertaines, le Tibet et le Xinjiang, là, effectivement, la Chine se comporte comme les autres puissances. Mais dans l'espace mondial, elle se conduit tout différemment. Dès qu'il y a un conflit quelque part, on n'entend plus parler de la Chine. Ni sur Gaza, ni sur le Soudan, ni sur le Congo, ni sur l'Ukraine, bien entendu. Et est-ce qu'elle ne fait pas semblant? Parce que sur l'Ukraine, elle soutient quand même la Russie. Et puis, en parlant des divisions européennes, la Chine a profité de l'affaiblissement de la Grèce par l'Union européenne et en particulier par l'Allemagne pour prendre des positions fortes dans le port du Pirée en Grèce, par exemple. Ah ben attends, deux choses totalement différentes. Je ne dis pas que la Chine n'est pas présente hors de chez elle, bien au contraire. Je reviens sur l'argument que je présentais. La Chine considère qu'en se mettant au centre du processus de mondialisation, en pénétrant, c'est la formule que j'ai employée, des espaces économiques et sociaux extérieurs, elle gagnerait plus qu'en faisant la guerre. Et effectivement, l'exemple de la Grèce, mais ce n'est pas le seul. Tout pays qui est en situation de faiblesse économique, immédiatement, va chercher une rustine chinoise pour pouvoir se maintenir à flot. C'est ça le jeu. Donc il n'est pas du tout contradictoire avec ce que je dis, au contraire, il le confirme. Maintenant, le cas de l'Ukraine, c'est différent. Il n'y a pas de soldats chinois en Ukraine, il y a des soldats nord-coréens, il n'y a pas de soldats chinois.
Et là, il faut bien comprendre une chose, plutôt trois choses très importantes. La première, sur toutes les chaînes de télévision, on vous explique, ou presque toutes, on vous explique que la Chine est l'allié de la Russie. Ça ne veut strictement rien dire. Ne serait-ce que parce que l'alliance n'est pas dans la culture historique chinoise. Si on regarde les millénaires de l'histoire chinoise, l'alliance est quelque chose qui n'a existé, je le disais tout à l'heure, que 10 ans entre Moscou et Pékin, entre 1950 et 1960, et ça n'a jamais véritablement fonctionné. Donc déjà, c'est une simplification. Deuxièmement, et c'est là toute l'ambiguïté, quand Sun Tzu dit « la meilleure des guerres, c'est celle que l'on gagne sans avoir à la faire », ce principe, il permet d'interpréter la diplomatie chinoise. C'est-à-dire que je ne nie pas que le conflit russo-ukrainien, quelque part, ça fait les affaires de la Chine. Tant que ses rivaux, ses partenaires s'affaiblissent en se tapant dessus, c'est tout bénéfice. Et puis, la Chine devient aussi l'un des grands contournements des conflits. La Chine profite beaucoup des sanctions qui ont été infligées à la République islamique d'Iran. Et on pourrait trouver bien des exemples où la Chine gagne la guerre sans la faire. Ça, c'est un premier élément. Et un autre élément qui fait équilibre à ça, parce que rien n'est simple dans le jeu international, c'est que les guerres des autres sont utiles jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire, à partir du moment où une guerre devient trop intense, trop destructrice, et donc menace les grands équilibres mondiaux, c'est-à-dire menace la mondialisation, le grand marché, la grande économie mondiale, là, ça devient désagréable pour la Chine, et je pense qu'elle fait tout à ce moment-là pour que ça ne se dégrade pas. Qui est un conflit russo-ukrainien, on laisse faire, et on va même plutôt donner un petit coup de pouce au plus faible. Le plus faible, c'est le plus fort. C'est-à-dire un petit coup de pouce à la Russie, parce qu'on n'a pas intérêt à ce que la Russie se déconsidère ou s'effondre complètement dans ce conflit. Mais attention, si ce conflit russo-ukrainien devait dégénérer en un conflit mondial ou mondialisé, je ne sais pas comment l'appeler, ou disons en un conflit européen, là je pense que la Chine changerait de posture. Alors parlons un peu de Xi Jinping, le président chinois, c'est un peu l'anti-Trump en ce qui concerne le style. Mais dans le fond, est-ce qu'il n'incarne pas, lui, comme Trump, comme Poutine, une forme de nationalisme dominateur? C'est quoi le monde vu par Xi Jinping? Alors, c'est vrai, et tu as raison, que dans la forme, il n'y a pas plus opposé. Il y en a un qui ne cesse de jouer les guignols sur la scène internationale, l'autre, on ne sait pas s'il parle. Moi, ce qui me frappe quand on voit Xi Jinping, c'est qu'on le voit toujours la bouche fermée. C'est quelqu'un qui, derrière une sorte de rictus un peu distant, donne l'impression de ne pas se mettre en scène ou de mettre en scène que son flegme absolu, ce qui est le contraire, effectivement, du président des États-Unis. Ça, c'est certain. Quant au-delà des apparences, au fond des choses, alors, moi, je suis toujours un peu gêné quand on dit nationalisme, parce qu'il n'y a pas un nationalisme, il y a des nationalismes. Un nationalisme au sud n'a rien à voir avec un nationalisme au nord. Un nationalisme revanchiste, comme l'est le nationalisme états-unien ou les vents nationalistes qui soufflent en Europe actuellement, n'ont même rien à voir avec un nationalisme chinois qui cherche avant tout à s'émanciper de ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation qu'ils ont eu à subir. Un nationalisme régressif, c'est-à-dire de pays, de sociétés ou d'économies qui sont en crise, n'a rien à voir avec un nationalisme économique triomphant. Il faut faire très 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 attention. Plusieurs choses sont pour autant acquises, c'est-à-dire qu'il y a une même façon de caresser la puissance. C'est-à-dire l'un et l'autre sont des acteurs de puissance. Tous les dirigeants chinois, on est dans un système autocratique, et même
Deng Xiaoping, par exemple, a été celui qui a réprimé la révolte étudiante de 1989, la fameuse révolte de Tiananmen. Euh, mais si on fait la typologie des dirigeants, c'est sûr que depuis Mao et la révolution culturelle, Xi Jinping est celui qui est le plus tenté par ce que j'appelle la puissance autofinalisée, c'est-à-dire la puissance pour garder le pouvoir, la puissance pour la puissance. Il y avait déjà chez Zhou Enlai, puis ensuite chez Deng Xiaoping, puis chez Jiang Zemin, puis chez Hu Jintao, une combinaison entre l'idée de puissance et l'idée d'ouverture. Hein, D'ailleurs, ce terme d'ouverture avait même été utilisé de manière emblématique par Deng Xiaoping à son époque. Ceci disparaît chez Xi Jinping. Alors pourquoi? Bon, n'étant pas sinologue, je me garderai d'une interprétation définitive, mais il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, qui est l'hypothèse pessimiste pour la Chine, c'est que la Chine a atteint son plafond en matière de développement économique. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons démographiques, vieillissement de On la en parlera. population, qui est grave, aussi de distribution de la population, puisque le miracle chinois s'est fait à partir d'un exil de la campagne vers les villes. Or, maintenant, celui-ci a touché son plafond, on ne peut plus mobiliser de nouvelles main-d'œuvre, et puis aussi parce que la consommation baisse. Là, les derniers chiffres que l'on a pour 2024 notamment montrent un tassement de la consommation, et les premières indications qu'on a sur 2025 confirment ce tassement de la consommation. Donc, peut-être que la consommation intérieure étant arrivée à son plafond, et les exportations qui, elles, se sont renforcées, Justement, elles ne compensent probablement pas ce que le marché intérieur pouvait offrir, en tous les cas d'espoir pour l'avenir. Donc, peut-être germe-t-il l'idée dans la tête de certains dirigeants chinois qu'il faut un tour de vis politique, autoritaire, pour maintenir le système. Alors, tu l'as dit, de fait, en dépit de la fameuse guerre des tarifs et de la rhétorique hostile de Donald Trump, la Chine a engagé un excédent commercial de 1200 milliards de dollars l'année dernière. Forcément, ça permet d'engranger des devises et éventuellement d'investir à l'étranger. Et on comprend le clin d'œil d'Emmanuel Macron. Sauf que quand Pékin commerce avec Caracas et que Washington intervient, l'allié local de la Chine, si on peut dire, Nicolas Maduro, il est kidnappé et la Chine n'y peut rien. On se dit que la Chine n'a pas de muscles, même si elle a mis son armée à niveau ces dernières années. Voilà, on va continuer à en parler avec vous, Mathieu Jolivet. Rebonsoir, Mathieu. Donc, les Chinois, il faut vraiment insister là-dessus, qui procèdent à des manœuvres à tir réel et qui disent clairement on teste des scénarios de combat aéroterrestre, on teste des prises de contrôle de ports stratégiques. Et ça confirme qu'en 30 ans, la Chine a vraiment tout fait pour se doter d'une des armées les plus puissantes du monde, Mathieu. Oui, Xi Jinping qui a fait de la modernisation de l'armée populaire de libération une priorité absolue. La Chine est passée d'une armée régionale obsolète à une armée hyper puissante, peut-être la seule aujourd'hui capable de se comparer aux États-Unis. En moins de 30 ans, le budget militaire de l'armée chinoise a été multiplié par 7. Il est aujourd'hui le plus élevé au monde derrière les États-Unis. Au niveau des effectifs, l'armée chinoise compte plus de 2 millions de militaires actifs, ce qui en fait la plus grande armée permanente au monde. Point important, la Chine a réussi à réduire au minimum ses dépenses extérieures. Une grande majorité de son arsenal militaire est conçu et assemblé dans des usines chinoises. Ils se sont développés de manière spectaculaire dans le naval notamment, Mathieu. Oui, la Chine a la plus grande flotte de guerre au monde, environ 370 bâtiments de combat contre 295 pour l'US Navy. Il reste que Pékin n'a pas bronché quand Trump a enlevé Maduro. Oui, mais je crois que c'est modestement un élément de confirmation de ce que je disais tout à l'heure. Il faut voir comment procède la Chine. La Chine a bien compris que ce n'était pas dans son intérêt de se lancer dans une guerre avec les États-Unis en Amérique latine.
c'est absolument évident, c'était gagné d'avance. Le silence de Poutine est différent de nature du silence de Xi Jinping. Xi Jinping, il reste fidèle à cette ligne chinoise que je décrivais tout à l'heure. On gagnera à travers des processus de pénétration douce, avec notamment un relais dont il faut parler, qui est la dette, c'est-à-dire endetter celui qu'on aide pour, du coup, mieux le contrôler par la suite. Mais on ne va pas se lancer dans une guerre pour sauver une tête d'un des 193 États membres des Nations Unies. On va simplement chercher des compensations ailleurs. La présence de la Chine en Amérique du Sud est quelque chose de tout à fait incroyable, y compris dans l'Argentine de M. Milei. Presque précisément, ce sont des pénétrations douces, c'est-à-dire par les relais du commerce, de la mondialisation économique, de la globalisation, plus que par l'intervention militaire. Donc effectivement, c'est un petit revers d'avoir perdu Maduro pour Pékin, c'est évident, même si on ne sait pas ce que va devenir le régime de Caracas, et peut-être que la Chine pourra continuer à faire bien des affaires avec le Venezuela, mais perdre un relais là où tant d'autres ont été mis en place par un système tentaculaire, ce n'est pas grave. Alors, ces dernières semaines, l'armée chinoise a mené des manœuvres militaires à proximité de Taïwan. Ces roquettes traversent le ciel chinois à quelques dizaines de kilomètres des côtes taïwanaises. Ce mardi, Pékin poursuit ses manœuvres militaires avec la simulation d'un blocus des ports de l'île voisine et poste des vidéos de propagande sur fond de musique épique. Ces eaux relèvent de la juridiction de la République populaire de Chine. Notre navire mène des opérations de patrouille et de contrôle conformément à la loi. Ne nous faites pas obstruction. Servir les séparatistes taïwanais ne mènera qu'à une impasse. Est-ce que l'impérialisme de proximité affirmé par les États-Unis au Venezuela ne va pas amener la Chine à faire la même chose à Taïwan et peut-être ailleurs dans sa zone d'influence naturelle? Est-ce que la tentation ne sera pas trop grande, quitte à modifier l'image de la Chine? Non, d'abord, dans l'esprit de la Chine, le rapport qu'elle a avec Taïwan n'a rien à voir avec le rapport que les États-Unis ont avec le Venezuela. C'est-à-dire que la Chine part de l'idée, qui est reconnue par la communauté internationale, que Taïwan fait partie de la Chine. Et donc, la Chine ne traduit pas l'intervention américaine au Venezuela comme étant la façon prémonitoire d'annoncer ce que peut faire la Chine continentale à Taïwan. Je crois que la symétrie qui joue, c'est Russie-Ukraine face à États-Unis-Venezuela. Là, effectivement, ça marche. Un petit État souverain qui est pas loin de chez vous et que l'on veut contrôler pour différentes raisons. Moi, je pense que, peut-être que je me trompe, je le dis avec beaucoup de modestie, mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que cette hypothèse est confirmée, et je constate que beaucoup de ceux qui connaissent infiniment mieux la Chine que moi disent la même chose. Je pense que la Chine ne cessera jamais de dire que Taïwan est une partie intégrante de la République populaire de Chine, mais en même temps, elle ne résoudra pas le problème en termes militaires. Elle a besoin de montrer ses muscles militaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'elle est dans son environnement immédiat, parce que dans son environnement immédiat, elle veut apparaître comme la puissance, peut-être même comme la seule puissance, ce qui énerve beaucoup le Japon, mais on sous-estime les liens extrêmement forts d'intégration économique de facto de Taïwan dans l'ensemble chinois. Alors, on parle beaucoup des points forts de la Chine. Tu as commencé à aborder ces points faibles qui sont en elles-mêmes, en réalité, notamment une démographie baissière alarmante, un pays de vieux, si on peut dire, un marché intérieur bien trop petit pour la puissance industrielle qu'elle est. Est-ce que là, finalement, la mystérieuse énergie sociale dont tu parles dans ton dernier livre ne va pas contrarier les projections de puissance du pays de Xi Jinping et comment dire,
comme en miroir, on voit la guérilla tous azimuts de Trump à l'international qui sert peut-être à masquer les profondes divisions américaines, notamment avec la forte contestation de l'ICE, sa police de l'immigration, hein, qui a tué René Good et provoqué des manifestations monstres. Et finalement, est-ce que justement les sociétés ne transforment pas les géants en pays comme les autres? À qui le dis-tu? C'est l'idée qui m'obsède depuis plus de 20 ans et sur laquelle je travaille, c'est-à-dire, heu, il faut annoncer très clairement qu'on ne peut pas, concevoir de relations internationales, de politique internationale autrement qu'en mettant en évidence les paramètres sociaux. Et c'est ça que je combats, c'est cette espèce de cécité des spécialistes, autant les observateurs que les praticiens de relations internationales, qui ne veulent voir, selon la fameuse formule de Raymond Aron, sur la scène internationale que des diplomates et des soldats. Non, il y a tout le monde sur la scène internationale. Et effectivement, comprendre la Chine et les incertitudes de son avenir, c'est d'abord s'interroger sur le paramètre social. Il y a les éléments que tu as donnés, de type démographique, de type consumériste, de type production, mais il y a quantité d'autres éléments de ce paramètre social chinois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces 500 millions de classe moyenne chinoise? Quel est leur imaginaire? Est-ce qu'ils vont se contenter de ce conservatisme politique qui les anime finalement depuis 1949? Est-ce qu'ils ne vont pas vouloir entrer d'une façon plus autonome dans la mondialisation? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir envie de changer les structures intérieures de la Chine? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Et même chose aux États-Unis. Il y a une formidable énergie sociale aux États-Unis. Quand on pense qu'en 2024, 60 campus universitaires se sont rebellés contre la politique de Biden au Proche-Orient, quand on pense que l'opinion publique américaine, y compris dans l'électorat républicain, s'est rebellée contre l'aide inconditionnelle portée à Netanyahou, on comprend mieux pourquoi Trump a bricolé ce faux cessez-le-feu, mais qui a quand même pour avantage d'avoir diminué sensiblement l'intensité des bombardements israéliens sur la bande de Gaza et qui avait fait au moins 100 000 morts, comme on le sait actuellement. Donc ce paramètre social, il est absolument fondamental. Le grand problème, c'est qu'il n'y a pas l'Institut chinois d'opinion publique, qu'il n'y a pas l'équivalent de nos instituts de sondage pour savoir exactement comment pensent les Chinois. Mais quand on va en Chine, ce qui est extraordinaire, c'est très vite l'empathie que l'on a avec le peuple chinois, ce désir d'échange qu'il y a et qu'on rencontre avec des collègues, mais pas seulement avec des collègues, avec tout le monde, les gens dans la rue, etc. Et on perçoit qu'il y a quelque chose qui évoque la Gen Z dont je parlais tout à l'heure et qui déjà s'était manifestée en 1989 sur la place Tiananmen. C'est important tout ça. De même qu'à Taïwan, il y a de l'énergie sociale. Il n'y a pas que d'affreux stratèges. Il y a des gens qui disent, mais après tout, on a sur cette île une vie qui n'est pas aussi épouvantable que ça, et donc on aspire peut-être à autre chose. Donc, il faut savoir en tenir compte. Moi, je pense, par la passion que j'ai pour ce pays qui est absolument extraordinaire et devant lequel on se sent petit dans tous les sens du terme d'ailleurs, je pense que le grand Zhou Enlai avait la prescience de ce nouvel ordre international quand il le disait à un journaliste égyptien très célèbre, Hassan Haikal, qui était le confident de Gamal Abdel Nasser à l'époque, et Haikal déjà lui disait, mais vous n'allez pas vouloir être le nouvel hégémone, le nouveau pouvoir hégémonique dans le monde? Et Zhou Enlai de répondre, mais pourquoi le ferions-nous? Regardez le Vietnam, c'était l'actualité à l'époque, les États-Unis dépensent énormément et ne gagnent rien là-bas. Ça, c'est un langage qui parle à cette nouvelle énergie sociale, c'est-à-dire effectivement l'hégémonie, c'est du gaspillage.
Et donc, il y a une demande sociale d'autre chose que la mondialité, la mondialisation a déjà fait briller sur la ligne d'horizon. Il faut voir comment les choses vont évoluer. Ça va être, si vraiment cette pente se confirme, ça va être très dur pour les autocrates de la cité interdite de maintenir le régime comme si de rien n'était. Merci beaucoup Bertrand. Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres, dont Par-delà la guerre et la paix, la mystérieuse énergie sociale. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous dans 2 semaines exactement pour un nouvel épisode de Mondialité avec Bertrand Badi. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur off-investigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.